Nous abordons donc aujourd'hui une des dernières parties fondamentales du cours d'interfaçage des capteurs, qui porte donc sur l'interface des capteurs de type passif. Alors même si on a déjà abordé les capteurs passifs, même si on a déjà utilisé finalement des capteurs passifs au travers d'exemples, on va aujourd'hui formaliser un peu tout ça et surtout s'attarder sur l'interface ultra classique utilisés pour les capteurs passifs, des capteurs montés en pont de Weston. Alors avant tout, se rappeler ce qu'est un capteur passif. Hein. Sous l'action d'une mesurande M, un capteur passif génère une variation d'impédance, au sens large, hein, décrit par son impédance ZM, et on va surtout aujourd'hui se focaliser sur les capteurs de type résistif, tout simplement parce que ce sont les plus répandus, donc définis par une résistance RM, que l'on peut mettre dans la plupart des cas sous la forme Rx plus delta R. Rx étant la valeur nominale à une valeur de la mesurande M égale X. Donc si on parle de R0, ça veut dire que c'est la valeur de Rm pour une mesurande égale à 0. Hein. 0 degré par exemple si c'est un capteur de type de température, plus delta R de M, c'est donc la variation évidemment générée par la variation de la mesurande. Alors quelques exemples pour illustrer ces capteurs de type passif, hein, dont on a déjà parlé, la sonde PT100, sonde de température, PT pour platine, 100 parce que effectivement la valeur nominale d'une sonde PT100 fait 100 ohms, le R0 hein, correspond donc à la valeur de la sonde, de la résistance de la sonde à 0 degré. Et typiquement, hein, cette résistance s'écrit sous la forme R0, facteur d'un polynôme de la température, d'ordre 3 généralement, et que l'on peut effectivement écrire hein, sous la forme R0 plus delta R, hein, il suffit de distribuer le R0 sur le polynôme. Très souvent, hein, on simplifie ce polynôme, on linéarise et on considère qu'il est égal à 100 plus 0,39 fois t. Hein, le 0,39 hein, provient ici du coefficient A. Ça veut dire qu'on néglige les termes de rang supérieur hein, d'ordre 2 et d'ordre 3. Alors attention, ça c'est vrai, on peut le faire avec un écart de linéarité, donc un écart entre cette valeur linéarisée et la vraie valeur inférieur à 2% pour des températures qui n'excèdent pas 175 degrés. Hein. Si la gamme de températures excède 175 degrés, on est obligé de considérer les termes d'ordre supérieur. Un autre exemple, hein, totalement différent, la thermistance. Alors on voit bien que là, le comportement est loin d'être linéaire. Hein. On voit bien que la sonde PT100, on a quelque chose d'à peu près linéaire. La thermistance, pardon, c'est loin d'être linéaire. Hein. C'est une fonction de type exponentiel, facteur de 1 sur la thermistance, enfin sur la température, pardon. Il n'empêche qu'en faisant un développement en série entière de l'exponentielle, qu'on a ici, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui s'écrit sous la forme une valeur nominale R. Alors attention, ici vous voyez que la valeur nominale ne correspond pas à la valeur de résistance à 0 degré, c'est souvent pris à 25 degrés, plus un delta R pour le coup là qui est loin a priori d'être linéaire. Mais il n'empêche que d'une manière très générale, on va s'intéresser ici donc à nos capteurs résistifs sous la forme Rx plus delta R. Alors bien sûr, les capteurs résistifs, ou les capteurs passifs au sens large, hein, nécessitent une polarisation, hein, tout simplement pour faire en sorte que la variation de notre résistance génère une variation de tension. Souvenez-vous, hein, nous c'est notre but ultime, hein, avoir une information portée par une tension pour au final pouvoir basculer dans le monde numérique via notre convertisseur analogique numérique. Donc là on a les trois solutions standards dirais-je, hein, pour pouvoir polariser un capteur de type résistif. La polarisation par source de courant constante, je dirais la plus simple, hein, la plus simple en tout cas à comprendre d'un point de vue théorique. Hein. Il suffit de polariser, donc d'appliquer un courant constant au travers de notre capteur RM, et évidemment, cet ensemble est ici équivalent à une source de tension. Donc on va utiliser une fois de plus nos blocs équivalents, nos schémas équivalents. Donc équivalent à une source de tension dont la tension à vide est égale à Rm fois I. Rm variant en fonction de la mesurande. On voit bien que cette tension ici, elle va porter l'information sur la mesurande. Attention, on en avait déjà parlé, hein, on a ici quand même une source particulière puisque vous voyez que la résistance équivalente à cette source Ra est égale à Rm, donc à la valeur même du capteur qui varie en fonction de la mesurande. Donc on a une résistance ici qui n'est pas constante, hein, qui varie en fonction de la mesurande et qui doit être considérée sous sa valeur la plus défavorable, c'est-à-dire la plus
grande que l'on a sur notre gamme de mesures lorsqu'on va vouloir régler nos problèmes d'adaptation d'impédance. Donc première solution, alors cette solution elle est recommandée lorsque on a un capteur de type linéaire, autrement dit lorsque les variations de la résistance générée ici par nos capteurs dépendent directement de la mesurande. On voit qu'ici on aura une tension de la même manière directement linéaire, et je dirais que c'est quasiment fini, hein. Bon après évidemment il faut réaliser l'interface comme on a l'habitude de le faire, hein, éventuellement avec toutes les fonctions de décalage, d'amplification, etc. À faire pour pouvoir l'interfacer correctement avec le convertisseur analogique numérique. Alors deuxième solution, montage sur un pont diviseur. Alors cette fois-ci, vous voyez bien que la tension, enfin le schéma équivalent, elle-même, hein, c'est toujours un schéma de Thevenin, mais cette fois-ci la tension à vide elle va plus être linéaire, hein, en fonction de RM. Donc vous voyez que c'est pas intéressant. Si on a un capteur qui dépend directement de la mesurande via le delta R, là on va se retrouver finalement avec une tension qui ne l'est plus linéaire. Donc ce montage en fait il est utilisé dans certains cas particuliers, notamment avec les thermistances. Rappelez-vous, je l'ai pris en exemple sur le slide précédent. Et ce montage permet de linéariser sur une gamme de températures certes relativement restreinte, mais permet de linéariser le comportement de notre capteur en générant une tension qui est linéaire autour d'un certain point de fonctionnement. Peut-être qu'on pourra revenir ultérieurement sur ce point au travers d'exercices. Et enfin, dernier cas, celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, l'utilisation de pont de Weston. Donc, vous connaissez tous le pont de Weston. Je l'ai représenté volontairement sous cette forme, hein, pour vous montrer qu'en fait, un pont de Weston, d'une part, hein, il est soit polarisé ici par une source de tension, soit par une source de courant, et que c'est ni plus ni moins qu'un simple double diviseur de tension s'il est polarisé par une source de tension, ou un simple double diviseur de courant s'il est polarisé par une source de courant. Alors typiquement ici, hein, j'ai fait apparaître 4 résistances pour l'instant, vous voyez RX, RX, RM, là ça correspond à un cas particulier du montage de capteur en pont de Weston, on reviendra là-dessus. Alors évidemment, hein, depuis le début du cours, à chaque fois que l'on a un capteur, quel que soit finalement le type de capteur, je vous ai dit qu'on avait toujours la possibilité de le représenter sous la forme d'un schéma équivalent, comme j'ai fait ici. On va faire la même chose avec le pont de Weston, mais vous voyez bien que le pont de Weston, l'information, en fait, elle est portée non plus par une tension simple, comme ici, mais par une tension différentielle, hein, la différence de potentiel entre VA et VB. On montrera ultérieurement que c'est effectivement cette tension ici, qu'on appelle la tension de déséquilibre du pont, qui porte l'information sur RM et plus directement sur delta R. Donc ici, en termes de schéma équivalent, on va représenter notre pont de Weston par un double générateur de Thevenin équivalent. On va faire le générateur de Thevenin équivalent entre la masse et le point A, ici. Donc c'est ce premier générateur ici, qui correspond à la tension à vide évidemment au point A et la résistance équivalente vue entre là et ce point. Et un deuxième générateur de Thevenin équivalent, cette fois-ci entre la masse et le point B ici, qui correspond à ce deuxième générateur. Et notre tension différentielle, et bien évidemment, ça va être la différence entre les deux sorties de mes générateurs de Thevenin équivalent. Alors l'avantage de faire cette représentation, on le verra également ultérieurement, lorsqu'on va venir connecter un ampli différentiel, puisque vous avez tous compris qu'ici, on va avoir besoin d'un ampli différentiel pour venir amplifier cette tension différentielle. On ne va pas pouvoir l'exploiter directement, on ne va pas pouvoir l'injecter directement dans notre convertisseur analogique numérique. Mais ça va nous permettre de résoudre, une fois de plus, les problèmes de conditions d'adaptation d'impédance. Alors allons-y, focalisons-nous sur ces ponts de Weston. Donc je vous l'ai dit, hein, deux possibilités, soit une polarisation par une source de tension continue E, soit une polarisation par source de courant I. Ici, je vous ai donné les relations génériques, hein. Là j'ai généralisé, hein. J'ai mis 4 résistances, R1, R2, R3, R4, après on verra comment on les utilise, comment on assigne finalement, quel rôle on assigne à chacune de ces résistances. Donc je l'ai dit, hein, c'est un simple pont diviseur, donc VD c'est VA moins VB, pardon. VA, vous voyez que c'est la division potentiométrique de E sur R3 et R4, donc c'est R3 sur R3 plus R4 fois E, moins VB, VB c'est la tension en bande de R2, donc c'est E R2 divisé par R1 plus R2. Donc cette relation très générale, hein, PW1 ici, qui vous donne la tension différentielle, attention, lorsque le pont est polarisé par une tension E. Lorsqu'il est polarisé par un courant I, bah, évidemment,
La tension différentielle va être différente. Là, elle sera toujours égale par contre à VA moins VB. Ça ne change pas. Mais évidemment, la relation sera différente. Ici, on calcule d'abord VA. Donc VA, c'est R3 fois le courant qui va circuler dans cette branche. Et le courant qui circule dans cette branche, puisqu'on a un diviseur de courant ici, bah, ça va être le courant I multiplié par la résistance de cette branche, donc R1 plus R2, divisé par la somme des résistances, donc R1 plus R2 plus R3 plus R4, et on a dit qu'on voulait VA, donc on multiplie par R3, donc on a ce premier terme ici, qui correspond à VA, moins VB, on opère de la même manière, hein. VB ça va être R2 multiplié par le courant qui circule dans cette branche, autrement dit R2 multiplié par R3 plus R4, divisé par le même terme que l'on avait, donc la somme des résistances. Donc là, on a ces deux relations génériques, hein. Bon, évidemment, il faut savoir quand même les recalculer, mais vous voyez que c'est relativement simple. Mais par la suite, hein, on va les réutiliser très fréquemment, hein, puisque on va toujours se focaliser un peu sur ces topologies de ponts très génériques. Alors attention, on voit qu'on a déjà deux variantes de ponts, hein, polarisation par une tension, polarisation par un courant, mais en plus, bah, évidemment, hein, il va falloir, comme je l'ai dit, assigner un rôle à chacune de ces résistances. Concrètement, ça veut dire utiliser un ou des capteurs dans ce pont, hein, des résistances variables qui vont correspondre aux capteurs. Donc on va parler du montage quart de pont quand on n'a qu'un seul élément variable, donc typiquement un capteur, hein, l'élément variable, vous l'avez bien compris, hein, c'est le capteur. Ça veut dire que les trois autres résistances vont être fixes, donc on va parler d'un quarter bridge, montage quart de pont. On va pouvoir utiliser éventuellement deux éléments variables, donc deux capteurs, identiques ou différents, on pourra voir hein, par la suite ce qui est judicieux de faire. Donc là on va parler de half bridge, donc un montage demi-pont, et puis les quatre éléments variables, montage pont complet. Donc vous voyez, on a déjà trois variables, trois variantes, quart de pont, demi-pont et pont complet. Associé à une polarisation par tension ou par courant, on voit qu'on a déjà 6 variantes finalement de ce pont de Whiston. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que chaque variante, qu'on ne va pas détailler, hein, je vous donnerai des résultats synthétiques, en fait chaque variante a ses propres caractéristiques, ses propres avantages, ses propres inconvénients. Alors pour comprendre quand même la démarche, on va se focaliser finalement sur la structure que l'on rencontre le plus souvent, c'est le montage quart de pont polarisé par tension. Alors, ce montage quart de pont, typiquement, hein, on va utiliser la résistance que j'avais appelée R3 ici. On va placer notre capteur à la place de la résistance R3, donc RM. Hein, je vous rappelle que RM c'est R0 plus delta R. Et on va placer dans les trois autres résistances une résistance équivalente, égale à la valeur nominale de notre capteur. Si vous mettez une sonde PT100 ici, ça veut dire que vous allez mettre trois résistances égales à 100 ohms. Donc ça, c'est notre capteur, notre pont, quart de pont, intégrant un capteur de type passif. Si on calcule maintenant la tension différentielle VD en utilisant la relation que je vous ai donnée tout à l'heure, on trouve cette première relation qui nous donne celle-là si on la calcule en fonction de delta R, hein, en remplaçant RM évidemment par sa valeur ici R0 plus delta R. Alors on voit que cette tension différentielle ne dépend pas directement de delta R. Souvenez-vous, un delta R, c'est l'information, c'est la composante de Rm qui porte l'information sur la mesurande. On voit que c'est la forme delta R divisée par quelque chose plus delta R. Mais fort heureusement, la plupart du temps, et c'est d'ailleurs la condition sous laquelle on va utiliser ce pont, on va pouvoir considérer que les variations delta R sont très faibles devant R0. Donc ça, évidemment, c'est à vérifier, hein, c'est pas systématique. Mais en tout cas, si on a un capteur qui, dans une certaine gamme de mesure, permet de vérifier cette condition, on voit que le delta R ici va être négligeable par rapport au 4R0 et que la tension différentielle ici tend vers une relation linéaire qui est de la forme delta R sur 4R0E. Donc ça c'est la relation idéale de mon pont, mais attention, elle est vraie uniquement si delta R est très largement inférieur à R0. Alors on va également calculer la tension de mode commun. Alors pourquoi? Parce que j'anticipe un peu, là on sait qu'on va à un moment ou à un autre venir connecter la sortie de notre pont à un ampli différentiel, et on sait bien qu'un ampli différentiel a toujours un défaut qui est le mode commun. Hein. Alors évidemment, on peut largement estomper ce défaut, la présence de ce défaut en choisissant un ampli différentiel avec un très fort taux de réjection, mais il n'empêche qu'on doit être capable d'estimer la tension de mode commun que va injecter en quelque sorte mon pont dans mon montage de type amplificateur différentiel. Donc on l'a calculé ici, et de la même manière, hein,
en négligeant, en considérant que delta R est très faible devant R0, on voit que cette tension de mode commun est égale à la tension E divisée par 2. Alors, première petite remarque, on voit qu'ici, cette composante de mode commun, elle peut être très grande, notamment par rapport à VD. Hein. VD, ça peut être un delta R, avec la sonde PT100, on l'a vu, hein, 0, le delta R correspond à 0,39 fois T en ohm. Hein. Donc vous voyez que ça peut être très faible. Hein. On peut avoir un VD ici de l'ordre de quelques dizaines ou quelques centaines de millivolts, alors que VMC, tout de suite, hein, c'est la tension d'alimentation, qui peut être 5 volts par exemple, divisé par 2. D'où l'intérêt encore plus marqué hein, d'avoir un ampli différentiel évidemment à très fort taux de réjection. Donc ça, on voit apparaître ici en fait déjà deux critères finalement de dimensionnement de notre pont. Le premier c'est celui-ci. Hein. On va utiliser, alors là je parle du pont quart de pont, hein. Attention, hein, on voit que la relation entre delta R et R0 est importante, c'est ce qui va finalement figer notre choix définitif sur le type de pont. Et puis derrière, il faudra faire très attention à l'ampli différentiel, aux performances de l'ampli différentiel qu'on va coller à la sortie de notre pont. Donc on voit que ce pont, hein, comme on l'a dit, ça présente un certain nombre d'avantages par rapport à la source, à la polarisation par source de courant. Notamment, on n'a pas d'offset, hein, on a directement une tension différentielle. Hein. On voit que là, ça dépend directement de delta R, ça dépend pas de R0. Enfin, même si R0 apparaît effectivement dans l'expression, mais on n'a pas un R0 plus quelque chose. Hein. On a vraiment une tension de type différentiel. Alors, on voit que, comme je l'ai dit, quand delta R tend vers R0, on peut assimiler finalement la tension de sortie de notre pont à une tension linéaire qui a été représentée ici. Hein, on la retrouve ici, hein, ce que j'ai appelé VDL, hein, la tension linéarisée. Et on a en bleu ici la tension réelle à la sortie du pont, tracée en fonction de delta R sur R0. Donc on voit que ce critère est fondamental, hein, on l'a déjà vu, on retrouve ici le fait que lorsque delta R est très faible devant R0, donc quand X tend vers 0, on voit bien qu'on assimile les deux courbes, hein, qu'on peut considérer que le comportement de notre pont est linéaire. Mais comme à chaque fois que l'on linéarise un élément, la question à se poser, c'est de savoir jusqu'à quelle valeur, donc jusqu'à quelle, notre variable ici c'est x, hein, delta R sur R0, jusqu'à quelle valeur va-t-on pouvoir considérer que notre pont a un comportement de type linéaire. Alors évidemment, on va induire ici une nouvelle variable qu'on appelle l'écart linéarité, qui est l'écart relatif entre la valeur vraie du pont et la valeur idéalisée, normalisée par cette valeur vraie. Hein. D'accord, hein, vous voyez là, vous avez la relation ici. Et si vous la calculez, hein, donc on a toutes les relations ici, on trouve que cet écart linéarité dépend directement de delta R sur R0. Il est égal à 1,5 de delta R sur R0. Donc on retrouve évidemment hein, le fait ici que si delta R tend vers 0, E tend également vers 0. Il n'y a pas d'écart linéarité, hein, les courbes bleues et les courbes vertes sont confondues. Et par contre ici, on est capable de calculer l'écart linéarité en fonction de la valeur de delta R, donc une fois de plus hein, référencé par rapport, normalisé par rapport à R0. Alors on voit, hein, je l'ai mis ici, on exprime en fait cet écart de linéarité avec une unité un peu bizarroïde, je l'ai mis parce que c'est souvent sous cette forme qu'on le trouve notamment dans les datasheets. On parle d'un écart de linéarité de 0,5% par pourcent. Ça veut simplement dire que l'on va avoir un écart de linéarité de 0,5% multiplié par le delta R sur R0 exprimé en pourcent. Autrement dit, si vous avez un delta R, je ne sais pas moi, 10 ohms avec un R0 de 100 ohms, vous avez donc une variation de 10% de delta R sur R0, vous allez donc avoir un écart de linéarité de 0,5 fois cette valeur delta R sur R0 exprimée en pourcent, autrement dit 5%. Donc voilà, cette écart linéarité permet finalement de juger finalement de la pertinence à utiliser ce pont ou pas en fonction de la valeur de delta R sur R0. Donc évidemment, hein, par la suite vous ferez des exemples, mais vous voyez bien que tout dépend de la gamme de mesures. Hein. Le delta R max ici va dépendre de la mesure en max de notre gamme de mesures. Donc le delta R sur R0 dépendra de la mesure en max, etc. etc. Donc ça, premier point. Vous voyez bien qu'avec le montage quart de pont, on peut le considérer linéaire, mais attention, il faut toujours avoir en tête que, quoi qu'il arrive, on a un écart de linéarité, que cet écart de linéarité
il est constant, hein, enfin il est constant, autant pour moi, hein. Il ne dépend pas de la structure, hein. C'est vrai, quel que soit le capteur qu'on utilise, hein. Il est vrai pour lorsqu'on utilise une structure de type quart de pont, et il dépend directement de delta R sur R0, hein. Si cette unité là vous pose un peu souci, hein, retenez ou utilisez, hein, cette relation, hein, qui vous donne l'écart de linéarité, alors cette fois-ci non pas exprimé en pourcent, hein, mais directement par rapport à delta R sur R0. Alors voici ici finalement les montages types, montages de base, hein, utilisant un pont de Weston. Donc évidemment j'ai détaillé le premier, hein, le quart de pont. Il faudrait refaire toute la démarche pour tous les autres ponts. Ça n'a pas d'intérêt en soi, hein, de faire du calcul. Le tout c'est de comprendre finalement les caractéristiques et les critères de choix lorsque l'on est amené à intégrer un capteur dans ce type de pont. Donc on retrouve ici les caractéristiques principales du premier pont que l'on vient d'étudier, hein, le quart de pont. Donc avec ici la valeur linéarisée, alors attention avec la condition de fonctionnement, hein, ça on va l'utiliser, vous voyez bien, si delta R, si les variations à delta R dans la gamme de mesure restent relativement négligeables par rapport à R0, si elles ne le sont pas, bah, il faut prendre en compte l'écart de linéarité que l'on va avoir, hein. Une fois de plus, hein, tout dépend du cahier des charges, hein. On va toujours, hein, vers finalement un comportement idéal, hein, avec une tension parfaitement linéaire qu'on va injecter dans le convertisseur analogique numérique, etc., etc. Mais vous voyez bien que parfois on est obligé un peu de faire des concessions et on peut s'accorder de toute façon un écart de linéarité à partir du moment où on connaît et à partir du moment où il n'est pas si élevé que ça. Donc là, écart de linéarité, comme on l'a vu, 0,5% par pourcentage de variation de delta R sur R0. Deuxième variante, le half bridge, donc en utilisant deux capteurs identiques. Donc ça veut dire que, je ne sais pas si ce sont par exemple des capteurs de déformation, ça veut dire que les capteurs doivent être colocalisés, hein, donc doivent subir évidemment la même mesurante, le même delta R pour que ça fonctionne. Dans ces conditions, bah, de la même manière, hein, si on faisait tous les calculs que l'on a fait avec le quart de pont, on trouverait que l'on peut avoir une tension différentielle linéarisée, donc toujours avec la condition, hein, de faible variation delta R devant R0, qui est de cette forme-là. Donc on voit que l'avantage de ce pont, entre autres, hein, il y en a d'autres mais qui apparaissent pas ici, c'est d'avoir finalement une sensibilité qui est plus importante, hein, puisque le terme, hein, qui correspond à la sensibilité, en considérant ici la sensibilité du pont, donc le rapport entre VD et delta R, ici c'est E sur 4 R0, ici c'est E sur 2 R0, donc on a une sensibilité deux fois plus importante, donc des variations de VD qui sont deux fois plus importantes, donc ça peut être intéressant, hein, si le capteur génère des variations très très faibles de delta R. Là on arrive quand même éventuellement à avoir un gain un peu sur ces variations. Par contre, en termes d'écart de linéarité, là on n'a pas un avantage flagrant, hein, puisqu'on a le même écart de linéarité. Donc ça, ce sont les deux ponts de base. Alors ce ne sont pas les seuls, attention, hein, c'est ce que j'ai mis ici, hein. Il existe de nombreuses autres configurations, mais là on est vraiment sur les montages de base, donc polarisé par tension. Maintenant, si je regarde les solutions avec une polarisation ici par courant, donc on retrouve la structure quarter bridge ici, mais cette fois-ci avec une source de courant. Si on fait le calcul de la même manière que l'on a fait, évidemment avec les relations sont différentes, hein, on a ici une tension VD qui peut de nouveau être linéarisée toujours avec la même condition, un delta R très inférieur à R0. Le très inférieur devant R0, vous voyez bien qu'en fait, hein, ce qui conditionne le très inférieur devant R0, c'est l'écart de linéarité. Quel est l'écart de linéarité maximal que l'on s'accorde? On voit un avantage ici de ce pont, hein, c'est que l'écart de linéarité est deux fois plus faible qu'avec les ponts polarisés par tension. Ça veut dire que si on a un capteur avec des delta R qui sont un peu importants, du moins qui génèrent dans ce cas un écart de linéarité qui est trop important, on peut se rabattre finalement, hein, sur un pont de ce type-là pour avoir des écarts de linéarité plus faibles. Bah, attention, une fois de plus, hein, je cite ça à titre d'exemple, c'est pas l'unique critère qui va me permettre de sélectionner les ponts. Et enfin, le dernier pont que je vous ai représenté ici, le half bridge polarisé par courant. Alors celui-ci il est relativement important puisque comme vous le voyez, et là il faut bien noter ça, c'est quelle que soit la valeur de delta R, la tension VD, elle est linéaire. C'est la seule configuration qui permet d'avoir vraiment une tension linéaire
quelle que soit finalement la valeur de delta R. Donc ça c'est très important. Et là donc du coup on a un écart d'inérité qui est nul, hein, puisque par définition la tension VD est directement linéaire. Donc vous voyez bien que on a des structures de pont relativement proches, mais avec des caractéristiques relativement différentes. Donc on voit commencer à se dessiner un peu les critères de choix. Est-ce que de choix du montage, hein. Est-ce que je vais avoir des grandes variations delta R ou pas? Est-ce que je m'accorde un grand écart de linéarité ou pas, etc., etc. Alors, comme je l'ai déjà fait remarquer, vous voyez bien que le pont en soi hein, ne va pas s'auto-suffire, hein. On a juste une tension différentielle. Alors, certes, on a déjà fait une première étape, hein, puisqu'on a transformé une variation de résistance en une tension de type différentiel. Mais fatalement, si on suppose qu'à un moment ou à un autre, cette tension, on veuille l'injecter dans un convertisseur analgique numérique, il va falloir utiliser un ampli de type différentiel, hein. Là, j'ai schématisé hein, par un. Alors attention, hein, c'est pas un AOP là, faut pas se méprendre hein, sur le triangle, c'est au sens large un étage différentiel qui peut être un étage différentiel à 1 AOP, qui peut être un ampli différentiel de type instrumentation, comme on l'a vu, comme vous l'avez vu hein, sur la partie de type AOP. Et vous savez bien qu'un ampli différentiel, je le disais tout à l'heure, a la fâcheuse tendance à générer un terme ici parasite hein, sur sa sortie, qui est le terme de mode commun. L'ampli différentiel parfait, on est bien d'accord, hein, ne génère à la sortie que le terme différentiel. AD, son gain différentiel, fois VD, la tension ici qui porte l'information sur ma mesurande. Mais une fois de plus, ici, on va se récupérer cette composante de mode commun. Donc il faut à tout prix être capable d'estimer, d'appréhender finalement l'erreur, puisqu'on voit bien que c'est une erreur, hein, c'est une tension qui va venir se superposer sur ma tension idéale. La mesure idéale, c'est ça, hein, c'est AD-VD. Il va falloir essayer d'appréhender, d'évaluer quelle est l'erreur qui est ramenée par cette composante AMC-VMC. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a, me semble-t-il, déjà vu par ailleurs. Je vous en avais parlé rapidement sans doute dans le TD, bon, enfin du moins pour ceux qui l'ont fait hein, dans le TD ampli différentiel. Vous voyez que si j'écris VS sous cette forme, donc je mets en facteur ADVD, qui est ma tension de sortie idéale, et on a une tension de sortie qui est de la forme VSI, ici, tension idéale, facteur de 1 plus EA. Et EA, ici, bah, vous voyez bien que ça correspond à l'erreur générée par la présence du ton de ma tension de mode commun. Si EA est égal à 0, vous voyez bien que VS est égal à AD/VD, qui est la tension idéale. Et là, c'est important parce que ça veut dire que maintenant, on est capable d'estimer, vous voyez bien, cette erreur générée par la présence du mode commun ou par la présence du taux de réjection, ce qui veut bien dire la même chose, hein. Si vous avez un taux de réjection, ça veut dire que vous avez un mode commun et vice-versa. Donc cette erreur, engendrée par la présence du taux de réjection, là je l'exprimais directement en pourcent, vous voyez que c'est 100 fois 1 sur F VMC sur VD. Donc là, hein, c'est une autre manière finalement de comprendre pourquoi il faut un très grand taux de réjection sur un ampli de type différentiel. Alors, dans le cas de notre pont de Weston, c'est d'autant plus important. Souvenez-vous, hein, quand on a calculé la composante de mode commun qu'injecte le pont à l'entrée de notre ampli différentiel, on a vu tout à l'heure, dans le cas du pont Quato Bridge, que VMC était largement supérieur à VD1. Donc, raison de plus hein, pour avoir un taux de réjection relativement important. Mais là, je parle de réjection, taux de réjection relativement important. Une fois de plus, hein, vous voyez bien que cette relation va me permettre d'estimer exactement quelle est la valeur de f minimale je dois avoir pour avoir une erreur maximale. Une fois de plus, hein, on raisonne souvent comme ça. Le cahier des charges me dit il faut faire une mesure avec une erreur max de tant de pourcents. Ça me permet de trouver la valeur ici minimale qui assurera, qui permettra de répondre au cahier des charges. Alors si ce n'est que toujours dans le cas où mon capteur hein, est de la forme R0 plus delta R. Donc si je remplace VMC et VD par les relations qu'on a précédemment trouvées, vous voyez que l'erreur est de cette forme-là. Et là, alors là c'est pareil, hein, j'ai négligé delta R devant R0. Mais il y a quelque chose qui, enfin on peut le voir d'ailleurs aussi sur cette expression, il y a quelque chose qui est un peu choquant ici, c'est le delta R. Vous voyez bien que si delta R est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesurande, imaginez que vous avez votre sonde PT100, on a vu que le delta R c'était de la forme 0,39 fois T. Si T égale 0, delta R est égal à 0, bah vous voyez bien que l'erreur devient infinie.
Et ça, effectivement, c'est typique au montage avec des ponts. Quand le delta R tend vers 0, on a une erreur infinie. Donc ça, il faut à tout prix le prendre en compte. Et c'est pour ça que la plupart du temps, enfin c'est pas la plupart du temps, c'est même systématique, et vous pourrez le regarder dans les datasheets de capteurs qui utilisent des ponts de Weston, le constructeur indique garantir une erreur maximale pour une valeur minimale de la mesurante. J'ai tracé ici dans le cas très large l'évolution de l'erreur en fonction de delta R. Comme on l'a dit, elle devient très grande quand delta R tend vers 0. Bah, il faut à un moment ou à un autre se définir une mesurande minimale. Donc ça c'est le cahier des charges. J'ai un capteur de température. Je considère que mon capteur de température il est viable pour des mesures supérieures ou égales à 1 degré, 10 degrés, 0,5 degrés, donc ça correspond à OM min. Et une fois que je connais cette mesure en min, je suis capable de déterminer l'erreur max que je veux, enfin du moins de fixer l'erreur max que je veux, et donc de déterminer la valeur F nécessaire pour garantir cette erreur max. Donc vous voyez qu'en fait le cahier des charges généralement me donne ça, me dit je veux faire une mesure avec une erreur inférieure ou égale à 1%, par exemple, pour une mesurande M supérieure ou égale à M min, 0 degré, pas 0 degré, autant pour moi, 1 degré, 2 degrés ou autre. Ça permet de calculer le delta R correspondant, ça c'est connu, ça permet de dimensionner mon ampli différentiel et de savoir finalement quel est le taux de réjection. On le sait, c'est le point critique, c'est le point critique de ces amplis différentiels, savoir le taux de réjection à avoir pour pouvoir garantir une erreur qui ne soit pas trop conséquente. Donc un exemple ici, justement avec une sonde PT100, on retrouve ici, alors vous voyez j'ai arrondi 0,39, là j'ai pris 0,4, on est bien d'accord, c'est juste pour le raisonnement. Donc j'ai mon capteur sonde de température, sonde PT100, la résistance R0 plus delta R est de la forme 100 plus 0,4 T. Si je calcule l'erreur, eh bien, ça c'est la relation qu'on a vue tout à l'heure. Attention, petite remarque, toutes les valeurs que je donne, là, elles sont vraies uniquement dans cette configuration. Donc de nouveau, pour le pont, pour le quart de pont alimenté sous tension. Donc si je calcule dans mon exemple ici l'erreur générée pour une température supérieure à 1 degré, donc ça c'est le cahier des charges qui me dit mon capteur il doit être actif pour des températures supérieures à 1 degré. Donc ça sous-entend évidemment que si la température est inférieure à 1 degré, le capteur fatalement va générer une erreur très importante, comme on l'a vu tout à l'heure. Et bien ici, alors là j'ai fait le calcul inverse, j'ai calculé l'erreur générée en fonction du taux de réjection. Donc si vous avez un ampli avec un taux de réjection de 100, alors j'ai mis les valeurs en dB parce que vous savez bien que généralement on les exprime plutôt en dB. Alors même si vous n'avez pas forcément l'ordre de grandeur, ici vous allez le voir apparaître. Donc avec un taux de réjection de 100, ça fait un taux de réjection de 40 décibels, c'est pas terrible. Vous voyez que vous avez une erreur qui est de 500%. Donc là on est bien d'accord, on est en présence d'un système de mesure qui n'est absolument pas viable. Si je multiplie ici, si je passe à un taux de réjection de 10 puissance 5, donc 100 dB, je fais encore une erreur de 50%, donc ça c'est pas envisageable non plus. Et vous voyez que je suis obligé d'atteindre des taux de réjection très très élevés, 120 voire 140 dB, pour avoir une erreur qui devienne acceptable. Donc attention, cet ordre de grandeur ici, 120 dB, 5%, 140 dB, 0,5%, c'est dans ce cas particulier pour une erreur maximale de T égale 1%. Si dans mon cahier des charges, mon capteur est censé être actif qu'à partir de température supérieure à 10 degrés, vous voyez bien que à ce moment-là, on n'aura pas évidemment les mêmes valeurs. Vous remarquez au passage que si votre capteur est censé faire des mesures entre moins une température min et plus une température min, donc valeur négative, valeur positive, ce montage peut être adapté, mais il faut bien savoir que lorsque la température tend vers 0 degré, vous n'avez pas une mesure fiable. Vous êtes incapable de garantir la mesure aux alentours de 0 degré. Elle est fiable avec un certain pourcentage uniquement à partir de température 1 degré. Comme c'est symétrique, généralement, ça sera pareil pour les températures supérieures à moins 1 degré. Donc attention, on voit bien finalement là comment se dessine le design de ces ponts de Weston. La première chose, déterminer le type de pont à utiliser. Ça va vraiment dépendre finalement du delta R par rapport à R0 et de l'écart de linéarité que je veux me fixer. Ça, c'est la première chose qu'on a vue. Et deuxième étape, dimensionnement
de l'ampli différentiel. Une fois qu'on a dimensionné ça correctement, bah là on peut coller à la sortie de mon ampli différentiel mon convertisseur analogique numérique et je me retrouve évidemment après dans la démarche typique que j'ai utilisée jusqu'à présent. Attention, peut-être que entre la sortie de mon ampli différentiel et ici mon convertisseur analogique numérique, je vais peut-être être amené à rajouter d'autres étages amplificateurs. Après, on est bien d'accord, on utilise la même démarche que précédemment. Alors, dernier point important, eh ben, on a parlé de l'ampli différentiel, donc pour l'instant, on connaît l'influence du taux de réjection sur la précision de ma mesure, mais qui dit ampli dit impédance d'entrée, qui dit impédance d'entrée dit condition d'adaptation d'impédance. Là, on n'y échappe pas, et puis c'est un petit peu plus compliqué avec l'ampli différentiel, mais la démarche, l'approche est exactement la même que celle que l'on a suivie pour un ampli simple. Je l'ai déjà dit en introduction. On va établir le schéma équivalent de ce pont. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas un simple pont, un simple générateur Thevenin, mais un double générateur Thevenin. Je vais aller préciser tout à l'heure. On fait d'abord le générateur Thevenin entre le point A et la masse, puis entre le point B et la masse, ce que j'ai fait ici et ce que j'ai fait ici. La tension différentielle, c'est bien VA moins VB, c'est bien celle qu'on injecte dans mon ampli différentiel. Et si vous vous souvenez, quand vous avez fait le TD sur l'ampli différentiel, vous avez dit qu'il y a différentes manières de représenter à l'entrée un ampli différentiel. Soit on le représente par ses impédances d'entrée, Z1 étant égal à VA divisé par IA en passivant la deuxième voie. Rappelez-vous, ça c'est fondamental, quand vous avez un ampli à plusieurs voies, quand vous voulez calculer l'impédance sur une voie, c'est le rapport comme un ampli simple de la tension sur cette voie, sur le courant absorbé par cette voie, mais attention, il faut passiver toutes les autres voies. Donc là, c'est en passivant VB, etc. Donc, deuxième manière de représenter un ampli différentiel vu de son entrée, soit par son impédance d'entrée Z1 et son impédance d'entrée Z2, soit, deuxième manière, pardon, là j'ai un peu anticipé, soit par son impédance d'entrée différentielle et son impédance d'entrée et ses impédances d'entrée de mode commun. Mais là, pour le coup, pour régler, entre guillemets, le problème d'adaptation d'impédance, vous voyez qu'on a intérêt à prendre cette représentation, parce que là, on va se retrouver avec un schéma qu'on connaît bien, et on sait que, une fois de plus, Z1 devrait être très grand devant RA, pour qu'on ait adaptation d'impédance, c'est-à-dire qu'on transfère bien la tension à vide VA0 au point A, au point à la première voie d'entrée de mon ampli différentiel. Sur la voie 2, Z2 devrait être très grand devant RB pour transférer de manière optimale VB0 sur la voie B ou la voie 2 de notre ampli différentiel, donc faire en sorte évidemment que ce potentiel ici soit égal à VA0, ici à VB0, VB0, et vous voyez bien que la tension différentielle que va amplifier mon gain différentiel, ça va bien correspondre à la tension VD à vide que l'on a déterminé tout à l'heure. Donc on a ces calculs ici, donc VB0 c'est E sur 2, VA0 c'est R0 plus delta R sur 2, R0 plus delta R, ça ce sont des calculs qu'on avait déjà fait précédemment. Une fois de plus, attention, notez bien, c'est uniquement vrai pour le cas du quart de pont. La résistance équivalente, alors c'est un peu plus dur à calculer, mais il suffit d'appliquer Thevenin, entre ce point, donc RB, c'est la résistance équivalente entre la masse et le point B en passivant E. Donc ce point se retrouve à la masse. Donc on voit ici que ces deux résistances se retrouvent entre la masse et la masse, donc sont court-circuitées. Et entre ce point et ce point, on se retrouve avec R0 et R0 ramené à la masse, donc R0 en parallèle avec R0, donc R0 sur 2. On fait la même chose entre la masse et le point A, toujours pareil, en passivant E, donc en ramenant ce point à la masse. Et on se retrouve cette fois-ci avec une résistance équivalente qui est R0 plus delta R en parallèle avec ici, attendez, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? On a la valeur ici, donc on passive ici, donc ces deux, de la même manière, ces deux résistances ici se retrouvent à la masse et on se retrouve avec R0 en parallèle avec R0 plus delta R. Désolé, là j'ai un peu cafouillé, mais on est d'accord, c'est la même démarche que pour calculer RB. Donc on voit que on a deux générateurs équivalents, mais qui sont dissymétriques, qui ne présentent pas, dans le cas du quart de pont, les mêmes résistances d'entrée et les mêmes tensions à vide. Ça veut dire qu'on a bel et bien deux conditions d'adaptation d'impédance à respecter. Donc attention, si on utilise un ampli différentiel qui est également dissymétrique, donc où Z1
n'est pas égal à Z2. C'est le cas par exemple de l'ampli différentiel à un seul AOP que vous avez vu en TD. Et il faudra bien, bien vérifier que les conditions d'adaptation d'impédance sont vérifiées. Alors petite parenthèse sur l'utilisation des ponts, ça c'est fondamental parce que finalement c'est un des gros avantages d'utiliser les ponts. On peut faire des compensations des grandeurs d'influence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé tout au début du cours, quand je vous présentais, quand on était encore en présentiel et que je vous présentais les différents types de capteurs, je vous avais dit que parfois les capteurs étaient soumis à des grandeurs d'influence qui ne sont pas la mesurante principale que l'on cherche à mesurer. Donc typiquement, par exemple, un capteur de pression peut dépendre également aussi de la température, ou l'inverse. Et ben, les capteurs passifs, évidemment, ça va être exactement la même chose. Et on voit que les capteurs résistifs, d'une manière très générale, en fait, ça va être un capteur dont la résistance RM va être égale à R0, toujours la valeur nominale à 0 fois la mesurande, ici, hein, dans le cas particulier, plus une variation de résistance qui est générée par la mesurande, plus une autre variation qui est générée cette fois-ci par la grandeur d'influence. Ça peut être un delta R généré par la pression, si c'est un capteur de pression. Ça va être le delta R généré par les variations de température. Vous voyez bien que ça, c'est un peu embêtant, parce que la résistance RM, elle ne va pas dépendre uniquement de delta R, mais de l'ensemble, évidemment, de delta R. Donc on perd l'information sur la pression, par exemple, si je continue à prendre mon exemple de capteur de pression. Et l'avantage des ponts de Weston, c'est que si vous faites ce type de montage, alors attention, vous voyez que c'est un half bridge, on utilise bien deux capteurs, mais cette fois-ci, on n'utilise pas, on utilise deux capteurs identiques, mais pas de la même manière. On va d'abord, d'une part, les placer en bas du pont. Ici, on a le capteur principal, donc lui, il est vraiment soumis à la mesurande principale M, la pression par exemple, et MI, la grandeur d'influence, la température, et on va placer un deuxième capteur qui est identique en termes de caractéristiques, mais qui est placé dans le même environnement, donc qui est soumis à la même température, mais qui va être insensible à la mesurande. Donc là, dans le cadre ici de ce bloc de cours, j'ai pas le temps de vous montrer l'exemple, mais il y a notamment dans les annales hein, le cas d'un capteur de pression artérielle, hein, où on a le capteur principal qui est effectivement soumis à la pression artérielle, hein, à la pression sanguine, et un deuxième capteur qui est à l'extérieur en quelque sorte hein, du cathéter qui permet d'aller faire la mesure de température, qui est qui est dans le même environnement, donc qui a la même température que le capteur principal, mais qui n'est pas soumis lui à la pression. Et dans ce cas particulier, eh bien, on arrive à faire une compensation, c'est-à-dire avoir une tension différentielle qui ne dépend que delta R de M. Il manque le petit M ici, hein, qui ne dépend plus de ce terme ici. Donc on est d'accord, je vais peut-être le rajouter ici pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc ici, c'est fonction. Ah, je suis désolé, là je suis en train d'écrire avec la souris, alors c'est un peu chaotique. C'est delta R de M et on supprime finalement ici avec cette configuration l'influence de delta R de I. Donc là on voit que c'est fondamental parce qu'il y a énormément de montages de type commerciaux qui ont besoin d'une compensation. On voit bien que de toute façon la plupart des capteurs vont être soumis à des dérives thermiques, à des dérives de pression ou autres. C'est fondamental ces montages. J'espère qu'on aura d'ici la fin de l'année le temps. Il y a un TD également hein, qui est consacré à la compensation avec les ponts. J'espère qu'on aura le temps effectivement de pouvoir se pencher un peu sur ce problème. Mais encore, bon, même si on n'a pas le temps de le faire, encore faut-il le savoir, retenir, hein, même si là pour l'instant on ne sait pas le faire, entre guillemets, enfin on ne sait pas le faire, il suffit entre guillemets de calculer VD hein, dans cette configuration et vous verrez que VD ne dépend plus, ou du moins ne dépend plus fortement de delta R de MI. Donc la solution ultra classique pour se préserver de l'influence des résistances de fil, c'est ce qu'on appelle le montage 3 fils. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ça c'est ultra courant. Hein. C'est vraiment généralement tous les capteurs industriels ou industriels ou pas d'ailleurs, hein, commerciaux on va dire, très souvent utilisent des montages 3 fils dès lors qu'on a une connectique, donc du câble, des longueurs de câble qui deviennent importantes. Donc l'idée c'est d'utiliser effectivement trois fils. On va connecter le capteur de la même manière, donc on retrouve hein, à la base le montage de fil, mais on rajoute un troisième fil ici,
et la mesure de V, elle est plus faite entre ce point et ce point du pont, donc entre ce point et ce point du pont, entre ce point du pont et l'extrémité du troisième fil qu'on a rajouté. Alors ça marche à une seule condition, qu'il n'y ait pas de courant qui circule dans ce fil. Pour pas qu'il y ait de courant qui circule dans ce fil, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le dispositif que l'on connecte entre ces deux points ait une impédance d'entrée très très grande. Donc, évidemment, ça veut dire que là, on utilisera un montage, un ampli différentiel avec des impédances d'entrée gigantesques pour avoir effectivement I égale 0. Et bien, si vous êtes dans cette configuration, si vous recalculez V, elle dépend toujours de RF, mais vous voyez bien que le terme RF n'apparaît plus qu'ici. Vous n'avez plus le plus de RF qui apparaît au numérateur, pardon. Et là, ça change tout. Ça change tout. Alors évidemment, ça influence toujours, mais vous voyez bien que l'influence du fil est beaucoup plus faible que dans le cas du montage à deux fils. Je vais vous demander de faire dans la suite du cours porte plutôt sur une étude un peu plus théorique entre guillemets d'une autre structure de pont pour bien comprendre finalement comment on manie un peu tous ces ponts. C'est un pont de type half bridge, donc utilisant deux capteurs. Donc voilà, ce qui est important de retenir, c'est on va utiliser effectivement un pont de Weston quand on va vouloir générer une tension directement proportionnelle à delta R. Ça évite un éventuel offset que l'on aurait avec la source de courant, la polarisation de source de courant. Alors attention, il y a beaucoup de montages qui utilisent malgré tout la polarisation de source de courant. Je ne suis pas en train de dire que le pont de Weston c'est la solution absolue ou idéale, mais voilà, ça fait partie des solutions envisageables et elle est très souvent utilisée. Et elle est très souvent utilisée surtout parce qu'on peut faire des compensations et parce qu'effectivement on peut avoir une tension VD qui dépend directement de delta R. Mais attention, en fonction de la configuration du pont utilisé, on a vu qu'il n'était pas exactement linéaire, qu'il pouvait engendrer un écart de linéarité, sauf le pont half bridge polarisé par générateur de courant. Donc ça c'est le premier point, se souvenir finalement l'intérêt des ponts de Weston, mais attention, écart de linéarité. Deuxième point, nécessité, et ça c'est pas forcément un avantage, nécessité d'utiliser un étage de type différentiel. On voit que dans tous les exemples précédents qu'on a fait, quand on utilisait des étages amplificateurs de tension simple, finalement c'était, comme son nom l'indique, simple à mettre en œuvre, du moins relativement simple à mettre en œuvre. Ampli différentiel, c'est pas forcément plus compliqué, mais il y a ce satané taux de réjection qui nous embête, et là il faut absolument choisir très judicieusement l'ampli différentiel et surtout connaître le taux de réjection que l'on doit avoir, sinon on va avoir des gros problèmes d'erreurs générées. Et enfin, dernier point, on vient d'en parler, la présence de fils qui peut poser des soucis, et ça de nouveau, le pont de Weston, c'est un de ses gros avantages, c'est qu'avec le montage 3 fils, il permet de s'affranchir quand même très largement de la connectique. C'est pour ça que en milieu, on va dire industriel ou parfois ou même aéronautique, on peut avoir des longueurs de connexion de capteurs relativement importantes. On conçoit que ce montage est fondamental. J'en ai fini avec les ponts de Weston. Ici, on a un petit exemple. Alors, pour le coup, c'est pas celui que je vais vous proposer de faire dans la suite du cours. Celui-ci traite justement des problèmes de connectique. Il est de toute façon dans les annales et il est corrigé. Il est intéressant à faire. L'exercice